journal de 7h30, Hélène Zellani. Bonjour Hélène. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Hélène Zellani, quelle est votre définition de la radio? Alors, ma définition de la radio, en tout cas ce que j'aimerais qu'elle soit pour les auditeurs qui m'écoutent. Ça, c'est une très bonne question. Un média chaud. Ma définition de la radio, on va dire que c'est une amie très proche, la radio, et comme les amis très proches, on a confiance en eux. Donc quand on l'écoute, on doit se dire, bah oui, je sais que la radio, elle me dit des choses crédibles, des choses que je peux croire, des choses qui sont vérifiées. C'est une meilleure amie, avec les qualités d'une meilleure amie, c'est-à-dire d'être toujours présente, d'être toujours là quand on a envie de l'écouter, de nous accompagner partout. Europe 1, il est 7h37. C'est aujourd'hui la 7e journée du refus de l'échec scolaire. Une étude de l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, montre que les familles dont les enfants sont scolarisés en zone prioritaire sont moins armées que les autres pour répondre aux exigences de l'école. C'est un média magnifique de proximité, de convivialité. Je trouve qu'avec la radio, on passe facilement des émotions et donc évidemment avant tout de l'information. Ça reste avant tout pour l'auditeur une voix. Oh, c'est l'anti-solitude. Absolue. Une voix qui parle en fait et qui raconte une histoire, que ce soit de l'information, que ce soit une animation, etc. Et surtout, c'est quelque chose de très chaleureux, de très intime et finalement presque de très humain, la radio. Parce que quand on fait de la radio, ou quand on écoute la radio, il y a un lien qui se crée, qui est un lien qui n'a pas vraiment d'équivalent, en tout cas dans l'audiovisuel. C'est quelque chose à part, la radio. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience radiophonique? Toute première, 15 juillet 1981, 15h, rue du Télégraphe, 7e étage, première émission d'énergie. Bon, c'était il y a 40 ans, j'étais à Sud Radio, qui était à ce moment-là en Andorre, c'est vous dire. C'était quand je suis arrivée à Europe 1 pour la bourse Loga. Et j'ai passé une journée absolument épouvantable où je suis partie avec un agra qui ne marchait pas. Ma première expérience, elle a commencé ici à Europe 1 il y a 8 ans maintenant. Je suis arrivée, je sortais de l'école de journalisme, je suis entrée par un concours. Première expérience radio, directe. On a commencé avec un Larsen. Voilà, on a fait un joli Larsen parce que forcément les studios n'étaient pas équipés comme de nos jours et il fallait baisser le retour des enceintes et j'ai oublié. Ce qui fait que quand j'ai ouvert le micro, ça avait... Bon, j'ai refermé tout de suite, j'ai dit c'est bien parti. Voilà. Et je me souviens qu'on m'a envoyé sur un reportage à Reims. On avait volé l'épée de la statue de Jeanne d'Arc pour la 5e fois. Et donc je me suis retrouvée là, je me suis dit mais c'est une blague ce sujet ou pas? Non, non, c'était sérieux. Toute première expérience radiophonique, je crois que c'était une radio qui s'appelait Bonheur FM ou Radio Bonheur, je ne sais plus, qui avait été montée par Francis Cabrel ou par sa femme. Je suis arrivée sur place, tous mes interlocuteurs étaient partis et ça a tellement été une journée galère et je suis tellement allée au bout de cette journée que j'ai été embauchée à Europe 1. J'étais lycéen, c'était dans début des années 80, quand il y a eu le lancement des radios libres. Donc j'ai dû faire l'aller-retour et monter un petit sujet jusqu'à 3h du matin, je m'en sortais pas. Ça a été mon baptême et ma première expérience ici à Europe 1, je m'en suis sortie mais avec beaucoup de sueur. C'est à la fois un vieux rêve tellement attendu qu'on se dit ça y est, on y est, et puis c'est une panique totale quand même. C'est une panique totale. C'est à la fois que du bonheur et un grand stress. J'ai ce souvenir de faire les journaux en écoutant ce que faisaient d'autres radios, en notant vite fait les infos, parce qu'il n'y avait évidemment ni l'AFP, ni ordinateur, ni rien. C'était le tout début des radios libres, mais c'était une bonne expérience. C'était une époque où on pouvait se faire la main. Ce qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus difficile. Europe 1, il est 9h. Bienvenue et bonne journée à tous. 6h, 9h, Thomas Soto sur Europe 1. L'actualité en 3 titres. Confusion ce matin dans le conflit Air France. Le secrétaire d'État au transport annonce le retrait du projet Transavia Europe. Mais il est contredit par la direction de la compagnie. Dans quelques secondes, première réaction du PDG d'Air France, Frédéric Gagey. Il sera en direct avec nous. Le premier reportage que je suis allé faire, on avait à l'époque des Nagra avec des bobines, vous savez, c'était pas le numérique, on coupait avec les petits ciseaux et les collants. Et c'était en 95, c'était la grande mosquée de Paris après un attentat, l'attentat du RER Saint-Michel. Et j'étais à 4 pattes en train de faire mon petit montage, j'ai mal revissé mes bobineaux, comme on dit là, et j'ai fait une superbe perruque, c'est-à-dire que toutes les bandes se sont emmêlées, et ça a été un désastre. Et là, j'ai fait une chronique, j'ai créé et j'ai animé une chronique agricole, vous voyez un peu, hein. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai fait par la suite. Chronique agricole de 5 minutes sur Sud Radio, au petit matin,
en Andorre. Vous voyez que c'est tout à fait aérien et montagnard comme expérience. Moi, je fais partie de ces gens qui ont eu cette chance à la fois de travailler sur Énergie sur Europe 1. C'est-à-dire qu'en 1983, concours de circonstances, je suis amené à rencontrer Philippe Gildas et qui me dit on cherche quelqu'un pour faire le matin. Donc je vais faire des essais. J'ai commencé sur une petite radio en Bretagne à présenter des émissions musicales, ensuite des émissions sportives, ensuite des informations, etc. J'avais 15-16 ans à l'époque. L'aventure maximum. Oh là là, l'aventure maximum, c'était assez incroyable parce que je me suis retrouvée là un peu par hasard. C'était, pour ceux qui s'en souviennent encore, une radio dance, voire une radio techno. Donc on peut se demander un peu ce que l'info vient faire là, mais il y avait quand même des points info. On avait évidemment des consignes d'une certaine légèreté, puis surtout dans l'écriture, d'être assez percutant. Et c'était, je trouve, plutôt une bonne école finalement. 3 semaines après, Gildas me rappelle et il me dit voilà, les 2 animateurs de la nuit partent sur Canal, nuit du week-end, est-ce que ça t'intéresse? Je dis ouais, mais je dis moi je suis à Énergie. Il me dit non, non, tu peux rester à Énergie et tout. À l'époque, Énergie n'est pas encore la grande radio. Et de 83 à 85, je faisais les nuits sur Europe 1 le week-end et je faisais les petits matins, starter, 6h, 10h, sur Énergie. C'est-à-dire que je finissais dans la nuit du dimanche lundi à 1h du matin, nuit de parade, la voiture, chez moi, une douche, 1h30 de sommeil, la bagnole, 6h, bonjour c'est Starter, c'est Énergie, Denis Balbir, Serge Rep, bref, tout ça. Et ça pendant 2 ans. Mais surtout, il y avait une ambiance incroyable dans cette radio. On était une petite équipe très soudée. Et quand elle s'est arrêtée, ça a été quelque chose de très, très fort affectivement. Et moi, j'ai le souvenir de ne pas avoir pu terminer mon flash parce que je pleurais. Et j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais. Mais c'était incroyablement fort pendant, fort au moment de l'arrêt de la radio, et puis fort dans les quelques semaines, les quelques mois qui ont suivi, parce qu'on a senti une mobilisation pour tenter de faire renaître Maximum. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Si vous deviez choisir un événement marquant dans votre carrière radiophonique? Bon, ben, l'élément marquant, moi, c'est le passage à la météo. C'est aussi bête que cela, parce que j'avais fait jusqu'à présent que du reportage. Je travaillais avec Pierre Bond, je faisais Bonjour Monsieur le maire, donc j'ai parcouru toute la France. Je connais la France comme ma poche pendant 10 ans, à raison de 80 000 km par an. Vous voyez que j'en ai fait des tours de terre, le tour de la terre en voiture. J'étais donc l'homme du terroir. Il y a eu naturellement Le Pen au second tour 2002. J'étais en direct au QG de Jacques Chirac, qui s'appelait le tapis rouge. Et ce moment-là où le résultat tombe et je me retrouve immédiatement en direct. Il y a 20 ans, le 1er mai 1994, j'étais ici à Europe 1. Peut-être parce que c'est symbolique, c'est le passage à l'an 2000. Peut-être le premier Noël, Noël 81, où on se dit on va faire une nuit non-stop. Et on n'a pas beaucoup de moyens, hein, parce qu'on n'est pas payé. Bref, c'est un petit peu la galère. Et Jean-Pierre D'Amico dit on va faire des annonces sur l'antenne. Et il faut savoir que la rue du Télégraphe, c'est dans le 19e arrondissement, c'est près de la place des Fêtes, c'est près de Belleville, c'est un quartier très populaire. On était déjà très écoutés. Je devais présenter mon premier journal de 30 minutes. J'avais jamais présenté un aussi long journal, et en plus avec la pression d'une antenne comme celle d'Europe 1, une antenne nationale, donc j'étais très très stressée. L'an dernier, la délocalisation à Kiev, parce que ça c'est quelque chose qui pour moi montrait toute la souplesse et la capacité d'adaptation de la radio, c'est-à-dire qu'on a décidé à 17 h le jeudi qu'on irait à Kiev faire la matinale en direct, on n'avait rien de prévu. Moi j'ai grimpé dans le premier avion pour aller d'abord à Amsterdam, puis ensuite pour aller à Kiev, et le lendemain à 6 h on était en direct. Donc ça fait aussi partie de la magie de la radio, c'est cette simplicité qui fait que tout est possible. Et d'un seul coup, je deviens l'homme de la météo quand Albert Simon s'en va. Et ça a bouleversé totalement ma vie. Parce que d'abord, j'étais un passionné de météo, ça m'a toujours plu, ça me plaisait et ça me plaît encore. Vous voyez, après quelque chose comme 60 000 bulletins, j'ai compté vaguement l'autre jour, j'ai dû faire 60 000 bulletins météo. Et je l'ai fait encore avec la même passion, avec la même joie, parce que j'ai l'impression de participer à la vie des gens. Les commerçants nous ont appelés, ils nous ont dit mais pas de problème, hein, on vient avec les huîtres, on vient avec le foie gras et tout. Mais on a eu des dizaines de bouteilles de champagne. Et sur l'antenne à l'époque, pas de publicité, mais on avait le droit. Et on prenait le droit de remercier la boucherie un tel, le poissonnier
Et j'en passe, ouais. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires. C'était donc 30 minutes le soir, enfin à 18h, un dimanche, 1er mai, donc il n'y a jamais grand monde dans les studios ces jours-là. Et arrive la mort d'Ayrton Senna, enfin l'accident d'Ayrton Senna. Et donc, quand je suis entré en météo, comme on entre en religion, j'y suis entré pour la vie. J'ai fait plein d'autres choses à côté, mais j'ai toujours gardé la météo. J'ai animé ce passage à l'an 2000, où nous étions en plus dans les séquelles de la tempête de 99 qui était passée précédemment. Beaucoup de gens n'avaient plus l'électricité ni quoi que ce soit, alors il y avait encore les piles, et il y avait encore ce contact, justement, ce contact extérieur avec la radio. Sur le moment, on ne nous a pas dit qu'il était mort, et moi j'ai dû tenir l'antenne dans un moment comme ça qui était avec un suspense malheureusement. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Je vais même vous raconter une anecdote. Il y avait, ou il y a toujours, un restaurant de couscous qui était fermé le lundi. Et une fois par mois, il invitait toute l'équipe d'énergie. Il ouvrait spécialement son restaurant de couscous pour nous remercier. Nous, en contrepartie, on disait « Ah, il faut aller manger au... » Je ne me souviens plus très bien le nom, le Timgout, je ne me souviens plus très bien. On faisait un petit peu de publicité, quoi. Mais le gars, il ouvrait son restaurant le lundi soir, une fois par mois, et il invitait toute l'équipe d'énergie, on devait être une quinzaine, hein. Et ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Et donc moi, j'ai animé sur France Info cette soirée avec ce basculement dans l'an 2000. Et ça a été un moment très fort, effectivement, qui reste marqué à jamais, même si j'en ai eu beaucoup d'autres en radio, quoi. La radio de demain pour Caroline Roux. C'est la radio plus image. Ça pourrait s'appeler la télé, mais non. La radio de demain, c'est la radio d'aujourd'hui. Moi, je crois qu'on ne pourra jamais se passer de la radio telle qu'elle est, avec une particularité, c'est qu'elle sera peut-être un peu plus mobile. Elle sera toujours là déjà, ce qui n'est pas gagné pour tous les médias. Je pense que pour la presse, ça va être très dur, pour la presse écrite. La radio de demain, je pense que c'est un peu celle qu'on fait aujourd'hui à Europe 1, dans Europe Midi, une radio en public, qui est chaleureuse, qui est filmée, qui est assez moderne en ce sens qu'on a un ton particulier parce qu'on s'adresse aux gens aussi directement, ceux qui sont en studio avec nous. Je pense que c'est ça, elle est totalement intégrée dans les supports numériques, elle est totalement en images protéiformes, mais il restera toujours ce que je vous disais au début de notre entretien, c'est-à-dire ce côté chaud de la radio et ce côté absolument exigeant du format où tout est à la seconde, où on ne s'en sort pas avec un sourire et une pirouette, où le contenu prime sur tout le reste. Quand j'étais sur Énergie, Jean-Paul Baudecroux, que je salue au passage, quand je suis arrivé à Europe 1, il m'a dit « Vous faites une erreur, Jackie », il m'a dit, parce que Europe 1, dans 10 ans, ça n'existera plus. La radio va mourir avec ses auditeurs. Ça fait 30 ans et la radio se porte bien, plus de 5 millions de personnes. Ça restera un média de proximité, d'immédiateté. Après, on la trouve déjà sur nos téléphones. Alors est-ce que demain, en prenant notre plat cuisinier, on pourra aussi entendre la radio? Ça, j'en sais rien. Mais je pense que sur le fond, elle ne changera pas. C'est plus une radio pratique et une radio de confidence. Les radios de demain, je crois qu'il y aura toujours les grandes radios comme RTL, Europe, RMC, la FM, et puis le développement des web. On va attendre un petit peu la RNT aussi pour voir un petit peu. Donc je pense que le slogan d'Europe 1, c'est un temps d'avance, mais je pense que ce n'est pas usurpé du tout et qu'on est déjà dans la radio de demain. Pour terminer, en partant du principe que la radio est une personne, vous avez enfin la possibilité, via cette caméra, de lui parler. Je fais ça. Voilà. Je la remercie pour tout, parce qu'elle m'offre de très bons moments. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours respecté. Et je sais que tu as toujours été le véhicule, le vecteur de ma relation avec les autres. J'étais intimide et je reste intimide, mais quand je te parle à toi, ma petite radio, je suis un autre homme.